Merci Catherine, merci Delphine. Je suis ravie de revenir sur la journée de la femme digitale, retrouver des femmes effectivement entrepreneuses qui ont envie d'aller plus loin et avec le digital qui est une vraie opportunité, on l'a vu. Moi, il y avait un chiffre que j'avais relevé il n'y a pas très longtemps pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, sur des chiffres qui nous parlent évidemment. Si vous allez sur le site de la conférence des grandes écoles, les jeunes diplômés, il est très intéressant ce site parce qu'il donne des chiffres sur l'enquête 2014 sur que deviennent ces jeunes diplômés. On parle évidemment des hommes et des femmes et on s'aperçoit que les femmes ingénieurs sont plus nombreuses à créer, a envie d'avoir créé une entreprise et de lancer une entreprise que les hommes. Je trouve que c'est intéressant parce que quand ces jeunes ingénieurs qu'on imagine avoir 22 ans à peu près ont envie d'avoir un projet en tête ou envie de se lancer, on s'aperçoit qu'elles sont là, elles sont plus nombreuses et il faut peut-être sans doute aider ces femmes ingénieurs à tracer leur route. Donc je vous invite à aller voir ce site. C'est le site de la conférence des grandes écoles. Il dit beaucoup de choses. Bienvenue à mesdames, à toutes, sur ce panel consacré à la transformation numérique. Où en est-on? J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Fauvel. Vous êtes... bonjour. Chacun prend un petit micro. Bonjour. Voilà. Vous travaillez chez Allianz, évidemment. Vous êtes, je le disais, chez Allianz, pardon, je retrouve votre titre exact, membre du comité exécutif d'Allianz en charge du digital et du market management. Depuis combien de temps, Virginie, maintenant? Depuis près de 2 ans et je suis la seule femme sur 8 et la première à intégrer le comité exécutif d'Allianz. Voilà, félicitations. Bravo. Félicitations. À vos côtés, Delphine Ernotte. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes évidemment chez Orange. Vous travaillez chez Orange maintenant aux côtés de Stéphane Richard, qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Vous êtes patronne d'Orange France. Depuis maintenant combien d'années? On peut le rappeler aussi, votre parcours. Alors chez Orange, je ne dirais pas parce que ça va me vieillir terriblement, mais en responsabilité d'Orange France, 5 ans à peu près. Donc voilà. Et j'ai la chance de faire partie des 4 femmes du comité exécutif d'Orange. Bravo. À vos côtés, Muriel Barnéou, vous êtes présidente, directeur général de DocaPost. DocaPost qui est une filiale du groupe La Poste qui s'intéresse à toutes les solutions dématérialisées, je crois. Elle s'y intéresse tellement qu'elle en fait son boulot. Voilà. DocaPost, c'est à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4500 personnes, et elle est normale. Elle n'a qu'une particularité, peut-être 2 en fait. Une, c'est d'être détenue par la Poste et l'autre, c'est d'être dirigée par moi. Et moi, j'ai un board, un CODIR qui est féminisé à 40%. Le mien. Celui de la Poste, il se féminise bien. Peut mieux faire. Voilà. C'est mieux qu'il y a quelque temps. Ça sera sans doute encore mieux dans quelques temps. Et je suis une vieille postière, là aussi, je ne raconterai pas. Il faut le revendiquer, c'est bien, c'est une vieille postière aussi. On fait amitié à nos postières, qu'on aime aussi. À vos côtés, Françoise Mercadal de la Salle, pardon. Vous êtes directrice de l'innovation de Société Générale. Je suis directrice des ressources et d'innovation de Société Générale. Voilà, je suis membre du comité exécutif et nous ne sommes que 2. La directrice de la COP, tiens, c'est surprenant, et moi. Et moi, je dirige des hommes, ingénieurs, et 20 000 dans le monde. L'informatique, le numérique. 20 000 personnes. Ouais. Et voilà, moi, je ne suis pas ingénieure, et je suis une femme, donc tout va bien. On va revenir un petit peu. Tout va bien. Et Sylvie Giano, vous travaillez chez EDF, vous êtes à la direction des clients et des particuliers chez EDF. Et l'innovation, évidemment, c'est aussi votre mission au sein de ce grand groupe quand même. Hein. Oui, j'ai la très belle mission de m'occuper des 25 millions de clients particuliers d'EDF en France. Et puis je vais faire un clin d'œil à toutes nos femmes dans l'entreprise puisque je préside également le réseau des femmes qui s'appelle Énergie de femmes. Ouais, ben on les salue. Alors, mesdames, le thème, c'est la transformation numérique, qui est comme non plus un nouveau sujet, mais maintenant un sujet que tout le monde essaye de travailler en profondeur. Où en est-on? C'est le thème de ce panel. Je vais commencer avec vous, Virginie. Sans qu'on rentre évidemment dans 3-4 ans d'expérience et de terrain, quel est le projet que vous avez développé au sein d'Allianz dont vous êtes le plus fier?
Alors, je crois que c'est ce qu'on a fait pour les équipes en fait chez Allianz. Donc, on a décidé il y a 2 ans de faire une transformation numérique en profondeur. Hein, donc, bien sûr pour nos clients. Et, je suis aussi très fière de ce qu'on a fait pour les clients. Mais si je dois retenir une chose, c'est vraiment la Digital Academy que nous avons mis en place chez Allianz. On a ouvert les réseaux sociaux à l'ensemble de nos salariés. On les a équipés d'iPhone sur l'encadrement. On a mis en place toute une série de formations parce qu'en fait, le digital peut parfois être angoissant pour une partie des salariés. Donc je crois que c'est vraiment tout ce qu'on a fait pour dire, voilà, le digital, ça va vraiment être une transformation pour les clients, quels qu'ils soient, entreprises, professionnelles ou particuliers, mais c'est une transformation qui sera aussi pour vous. Donc je crois que pour accompagner une transformation numérique, c'est important d'embarquer l'ensemble d'une entreprise et ne pas être tourné uniquement vers une équipe ou uniquement vers une partie de notre clientèle. Quels efforts ça a demandé? C'est pas forcément toujours très facile, vous l'avez dit, il faut embarquer tout le monde et les convaincre. Quelle a été l'étape la plus compliquée à surmonter pour vous? Une transformation numérique, c'est effectivement beaucoup de friction dans une entreprise traditionnelle. Donc je crois que le métier des personnes qui transforment les entreprises, c'est de supprimer les frictions. On dit remove the friction, beaucoup en Silicon Valley. Donc c'est de faire en sorte que les périmètres soient très clairs. Et en fait, pour réussir une transformation numérique, je crois qu'il faut une organisation qui soit dédiée à cela. On ne peut pas transformer une entreprise en se disant, avec l'équipe que j'ai, avec les organigrammes existants, on va pouvoir transformer l'entreprise. Il faut donner les bonnes conditions à une entreprise et ça passe par une organisation qui soit adéquate. Moi, j'ai eu la chance, en arrivant chez Allianz, que cette organisation avait été anticipée quelques mois avant mon arrivée, ce qui fait qu'elle a été mise en place le jour de mon arrivée. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite puisque l'organisation était faite pour justement supprimer les forces de frottement assez pénibles dans une transformation numérique. Delphine Ernotte, de votre côté, Orange est plus pure player, on va dire, qu'un groupe comme Allianz ou EDF, évidemment. Ceci dit, voilà, pareil, même question, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? La plus fière, pardon? Alors, ce que je veux dire déjà en préambule, c'est que notre particularité chez Orange, c'est qu'on est facilitateur du numérique, puisque nous fabriquons les réseaux, nous mettons à disposition des clients particuliers, entreprises, les outils numériques. Et pour autant, même si nous sommes aux avant-postes sur ces sujets-là, nous avons aussi des sujets de transformation à l'intérieur de l'entreprise. Alors moi, je dirais qu'il y a 2 choses dont je suis fière, enfin collectivement. C'est d'abord d'avoir réussi des projets entre guillemets numériques. Alors, il y en a un très simple, qui est le fait d'avoir été capable de lancer une sous-marque qui s'appelle Soch, rapidement, avec des équipes intégrées, avec une relation client uniquement digitale, et ça dans un laps de temps très court. Donc je pense que la preuve de l'exemple pour des entreprises qui peuvent douter de leur capacité à faire est essentielle. Il faut peut-être commencer petit, faire bien, et voilà, on voit qu'on sait faire finalement. Et puis la deuxième chose qui me semble essentielle pour transformer l'intérieur d'une entreprise, c'est de bien expliquer que digital ne veut pas dire inhumain, que derrière le digital, il y a des hommes et des femmes, il y a de la relation. C'est un médium différent, mais c'est plein de relations. Et je fais un petit clin d'œil à Catherine Barba, qui était intervenue lors d'un des séminaires, justement, pour expliquer ce que c'était. Et il y avait un magnifique, à la fin de son exposé, il y avait un magnifique cœur. Et je crois que voilà, mettre de la chair, de l'émotion derrière cette froideur a priori du numérique, du digital, c'est très important pour réussir la transformation. Ça vous parle aussi, mesdames, j'imagine, ce que dit Delphine. Françoise, est-ce qu'on peut connaître aussi vos projets au sein de Société Générale? Je crois que vous avez un gros projet en interne, un plan digital important d'ailleurs. On a un gros projet. La bonne nouvelle, c'est que la banque est en mouvement. Alors, c'est sûrement, je l'avais dit l'année dernière sur cette même tribune, c'est peut-être un secteur qui a mis plus de temps à comprendre que les autres qu'il était absolument touché par cette transformation, et que si on ne se mettait pas à se transformer massivement, on risquait d'être tout simplement
très laminé, très attaqué. Hein. On se sent en concurrence directe avec les GAFA, pour parler d'elle. Et la banque s'est mise à bouger, et massivement. Et c'est extraordinaire, le mouvement et l'enthousiasme, finalement, que suscite ce qu'on a appelé, nous, la transition numérique au sein de la banque, à un moment qui n'est pas particulièrement fun en termes de situation économique. On est par ailleurs hyper régulé. Enfin, bon, nos métiers ne sont pas simples. Et je dirais que finalement, cette aventure numérique, c'est une forme de bol d'air qui nous permet de dire aux gens, bon, ok, vous devez respecter les processus, réduire les coûts, respecter les règles, mettre des normes en place, etc. Et puis, en même temps, on leur dit, mais vous savez, vous avez le droit de faire un truc, c'est think out of the box, quoi. Penser décalé, inventer, regarder le futur, regarder l'avenir. Et ça, je trouve qu'au-delà de tout le reste, dont on va toutes reparler et qu'on fait toutes, c'est un levier managérial qui, dans notre vieille Europe, en ce moment, est extrêmement important. C'est vrai que je l'ai entendu, moi je vous le dis aussi, j'ai entendu ça et dans une banque concurrente, je vais vous dire. Une personne me dit... Il n'y a pas que nous, alors. Non, mais c'est vécu en tout cas comme vous. Une personne qui est en charge de prospecter, d'aller chercher des startups dans le monde entier et elle me dit, ouf, heureusement que j'ai ça. Derrière, j'embarque avec moi des équipes, j'embarque avec moi une nouvelle énergie et voilà, on a l'impression d'un vrai souffle en fait. C'est un vrai souffle, c'est un vrai moment d'air pur. Moi, j'ai jamais ressenti, comme disait Delphine, quelque chose de froid. Je pense que tous ceux qui sont embarqués avec nous dans cette aventure ressentent au contraire quelque chose qui est extrêmement humain et chaleureux. Et finalement, ce qu'on essaye de pousser, hein, c'est la fin de la culture du soldat qui obéit et l'avènement du réseau qui invente, qui se décale, qui se déporte et surtout qui partage. Et c'est une vraie transformation. Et donc, pour être très concrète et pas rester dans les grandes idées, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait tout le monde avec nous et que c'est nos collaborateurs qui allaient faire changer l'entreprise et nos clients. Et donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on les équipe tous de tablettes. Et c'est notre projet Digital for All qui est pour nous un moyen très très important de donner à tous, encore une fois à tous, parce que c'est la multitude qui va faire changer les choses, le moyen de mettre un pied dans l'ère digitale, de leur faire vraiment toucher du doigt ce que c'est. On est très très convaincus du changement que ça va apporter dans les comportements au sein de l'entreprise, dans les façons de fonctionner ensemble d'abord, et puis ensuite bien entendu dans la façon d'interagir avec nos clients, pour inventer véritablement une nouvelle relation. Parce que je pense que le digital, et je termine tout de suite, c'est pas juste l'informatique, le numérique, la techno, les maths et compagnie. C'est au contraire, enfin c'est au-delà de ça, l'écoute, l'attention, la compréhension, la sensibilité des besoins des citoyens, de nos clients, de l'environnement, des êtres humains finalement. C'est pour ça que les femmes ont plus que leur place dans cette affaire. Sylvie, est-ce que vous ressentez la même chose quand votre voisine vous dit, voilà, quelque chose que je trouve intéressant, c'est la fin du soldat un peu bien obéissant dans l'entreprise. Vous ressentez ça aussi chez EDF ? Oui, il y a trois choses que je voudrais dire là sur ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, oui, le virage numérique, il est pris à EDF. Et dans les trois choses, c'est que nos clients l'expriment. On a plus d'un client maintenant sur 3 qui ont ouvert leur agence en ligne pour avoir accès aux factures, à changer leurs coordonnées, payer, relever les compteurs, etc. 1 million maintenant ont téléchargé l'appli. Donc voilà, c'est quelque chose de fort. Vous parliez de fierté tout à l'heure. Et je mettrais l'humain aussi dans la relation client, c'est-à-dire que c'est pas parce que le client il a une attente du numérique, du digital, qu'il veut pas d'humain, et donc on doit jongler avec ça. Et quand je suis sur le site internet d'EDF, parfois j'ai envie d'aller voir un conseiller et soit par écrit, ce qu'on appelle le chat, j'échange par écrit, soit j'ai envie d'être appelé, ce qu'on appelle le web callback, donc je suis rappelée par un conseiller. Puis parfois je me rends même en boutique parce que c'est complémentaire. Donc c'est cette dimension humaine aussi, je la mets très fortement avec nos clients, c'est le web humanisé. Puis le deuxième point que j'ai entendu et que je partage, c'est les méthodes nouvelles de travail. Je crois que les méthodes nouvelles de travail, on a même parlé un petit peu dans la table ronde précédente, c'est très important, c'est la clé de la réussite. On met les équipes ensemble, on vient d'inaugurer un lab
il y a quelques temps, là, dans la tour EDF. Et un lab, c'est mettre les équipes ensemble, toutes les compétences ensemble, bien sûr, du marketing, mais les informaticiens, mais la recherche et les développements. Et puis il y a des startups aussi qui se rendent dans ce lab. Il y a même une personne de mes équipes qui me disait Sylvie, la start-up avec laquelle là, on est en train de travailler un concept, elle a été étonnée tellement on a été vite à décider. Donc c'est amusant, mais c'est une nouvelle dynamique qui s'installe. On a une équipe R&D également à San Francisco. Et ça, c'est très important. Pour le troisième point que je voudrais dire, parce qu'on recherche tous quelque chose évidemment classique, c'est l'innovation. C'est développer des nouveaux services pour nos clients autour du numérique, d'autant plus que dans le monde de l'énergie, on a des compteurs communicants qui arrivent, on a des objets connectés de partout dans la maison devient connectée, et EDF veut jouer un rôle dans ce vivre différemment la maison connectée. Je passe la parole à Muriel. Chez vous aussi, chez DocaPost, évidemment, les projets sont nombreux à la Poste, évidemment, on le sait, sur le numérique et la transformation. On a beaucoup parlé de Factéo, qui sont ces smartphones qui équipent aujourd'hui les facteurs. Pareil, même question que pour vos consoeurs. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui ? Alors, ce dont je suis le plus fière pour la Poste, d'abord, parce qu'il y a, je trouve dans ce que vous dites, une chose très vraie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et il y a des transformations internes qui sont majeures, qui ne se voient pas, mais qui sont énormes à la fois dans ce qu'elles portent en valeur et dans la manière dont elles vont créer le mouvement. Et Factéo, c'est l'équipement des facteurs en smartphone. C'est sans doute un des sujets le plus transformant que vous ne voyez pas encore en tant que client, parce qu'en fait, il nous faut finir d'équiper ces facteurs et de leur les mettre en main et de porter le changement qui est derrière. Mais vous allez voir ensuite, en tant que client, toute la puissance et tout ce qu'on va pouvoir développer en connectant le facteur avec vous, avec nous, tous les jours, par exemple, simplement en lui disant « j'ai posé un colis quelque part, il faut aller le chercher ». Et pas seulement moi qui fais la démarche. Donc ça, c'est sans doute une des plus belles histoires. Je ne crois pas qu'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, on aurait même osé y penser, tellement ça semble quelque chose d'étonnant. Je ne crois pas non plus qu'il y a 3 ans, on aurait pu imaginer avoir une telle adhésion, parce qu'en fait, nos gars, nos filles, ils veulent quoi ? Ils veulent être modernes. Ils veulent juste être dans le monde de demain. Et c'est ça le numérique, c'est le monde de demain. Et regardez, nous là, on est un peu la vieille économie entre nous. C'est vrai, pas le passé, mais néanmoins. Mais pas nous on est jeunes. Bah oui, forcément. Et on va révolutionner ça. Mais l'enjeu pour nous en tant que banquiers, en tant qu'énergéticiens, même en tant que telco, c'est aussi d'avoir une part à jouer dans cet univers-là et que ce ne soit pas uniquement celui des GAFA et qu'on existe dans cet univers-là. Et nos équipes, quand on les porte dans ces transformations, c'est aussi ça qu'on leur raconte. C'est comment elles vont faire partie du jeu. Et c'est quelque chose de très important. Non, je voulais dire officiellement quand même que les PTT, c'est fini. Non, mais je vous dis ça parce que, non, franchement, alors nous, on est complètement dans le monde d'aujourd'hui, de demain. Voilà. Les deux. C'est vrai. Donc c'est, je pense, une des plus grosses transformations. Évidemment, vous voyez la banque avec son web, vous voyez le e-commerce, vous voyez la logistique, tout ce qui existe. Mais ce qui ne se voit pas et ce qui est en train de changer profondément est une de nos plus belles réussites. Et parmi ces éléments pas toujours vus du grand public, vus de nos grands clients, et vous en êtes, mesdames, en tout cas vous êtes mes clientes sur les solutions que l'on vend, il y a effectivement DocaPost qui est en tant que telle la décision de la Poste de créer une branche qui fait de l'activité autour, qui gère des activités, qui a des offres autour du numérique, autour de la confiance notamment, avec des signatures, avec de l'archivage électronique. Et pour le coup, une de mes plus belles fiertés, c'est juste aujourd'hui d'être ici. Oui, vraiment, très sincèrement, parce que je pense qu'il y a là aussi
Exactement, 2-3 ans. Cette audace de dire cette vieille maison La Poste, ces 500 ans d'histoire dans un univers qui peut lui paraître encore plus ringard que ceux que vous posez, mesdames, et que vous pilotez, eh bien aujourd'hui on en a fait un acteur qui pointe son nez dans les sujets de confiance numérique, dans le business du BI. C'est pour moi une très très belle fierté que je partage avec toute La Poste et mes équipes. C'est entendu, le message est passé. Comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mesdames, il y a forcément dans les transitions numériques et les transformations nécessaires des limites. On l'a un tout petit peu évoqué sur le management, bien évidemment. J'aimerais qu'on fasse un tour de table franc, direct, cash, sur ce qui coince encore dans des structures aussi importantes que celles que vous représentez. Et on va commencer, allez, au hasard, c'est la loterie, Delphine. Alors, travailler, avoir une organisation du travail moderne, déjà le terme moderne est un peu vieux, mais enfin, voilà, numérique, ça oblige à repenser totalement les relations hiérarchiques. Dans un monde traditionnel d'hier, le manager était celui qui savait, qui détenait l'information, et il tenait une partie de son pouvoir de cette détention d'information. Aujourd'hui, un manager, ses équipes sont informées avant lui de l'état du monde et de l'état de l'entreprise parce qu'il y a des réseaux sociaux, d'entreprises extérieures, enfin bref. Donc ça met énormément à mal la fonction même de manager. Dans le monde ancien, finalement, on se disait, voilà, on rentrait, on était dans une équipe, on se disait si je travaille bien, j'aurai une promotion, etc. Parce qu'il y avait aussi dans nos entreprises, je pense, l'idée qu'on pouvait faire sa vie dans l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 25 ans, qui arrive chez Orange, il ne se dit absolument pas qu'il va faire sa vie chez Orange. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel est le projet qu'il va porter. Et donc, il faut, là aussi, deuxième obligation du manager, donner du sens. Pourquoi je travaille, quelle autonomie je vais avoir, à quoi je vais contribuer, donner du sens au travail. Donc voilà, un rôle complètement différent. Alors quand on a pendant 30 ans managé à l'ancienne méthode, en réclamant de tout voir, de contrôler toute l'information, en étant l'unique source vers son équipe d'information, et que voilà, on se retrouve plongé dans ce monde où tout est ouvert, c'est objectivement très difficile. Donc je pense qu'il y a, pour moi, cette question du rôle du manager, et notamment du manager d'équipe, le premier niveau, un vrai enjeu à accompagner ces managers-là vers la transformation. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est clé. Et puis, si j'ai encore la parole, je voudrais quand même rajouter une chose que je veux absolument dire ici. C'est vrai que le numérique, c'est une chance pour les femmes. Mais je voudrais quand même rajouter qu'on voit bien que les compétences pour fabriquer tous les nouveaux services, toutes les nouvelles innovations, il y a beaucoup de compétences d'informatique. Il y a beaucoup de compétences d'informatique. Et il n'y a pas assez de jeunes filles dans les filières informatiques. Donc oui, le numérique est une chance, mais ceux qui la fabriquent aujourd'hui, enfin ceux qui fabriquent aujourd'hui, c'est quand même encore en grande majorité des hommes. Voilà. Donc, je voudrais pas puisque c'est pas les bisounours, on a toujours ce sujet. Alors, c'est vrai dans les métiers techniques, c'est vrai dans les métiers informatiques. Il n'y a pas assez de jeunes filles dans ces métiers-là. Et je le dis, il va falloir qu'on se mobilise pour aller expliquer pourquoi c'est bien de coder quand on est une jeune fille, pourquoi c'est bien d'être sur son ordinateur quand on est à 10 ans et qu'on est une gamine et qu'on n'est pas obligé de jouer à la poupée, etc., etc. Et on en est loin. Voilà, je voudrais vraiment dire ça. Bravo, c'est un vrai message, effectivement. Ça me rappelle un investisseur qui me disait il n'y a pas longtemps, si l'Internet des objets, si les objets connectés étaient aujourd'hui façonnés par une majorité de femmes, on irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Je suis assez d'accord avec ça. Continuons sur l'anti-monde des bisounours. Qu'est-ce qui coince à DocaPost? Quels sont les verrous à faire sauter pour aller plus loin, à votre avis? Alors là aussi, DocaPost, La Poste. Le DocaPost, c'est un monde d'informaticiens. D'ingénieurs. Ce qui coince pour faire sauter les verrous, c'est penser des architectures complètement différentes. Là, on va rentrer un peu... Enfin, je ne vais pas aller plus loin sur les sujets techniques, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand on rentre dans l'univers... Le numérique, c'est l'univers de la transgression. Voilà, des organigrammes à plat, des silos qu'on casse, d'un raccourcissement du temps incroyable.
de l'ergonome qui parle avec l'ingénieur, du DRH qui a quelque chose à dire ou du sociologue qui a quelque chose à dire avec les développeurs. Et moi, une de mes quêtes et une de mes difficultés, c'est aujourd'hui faire comprendre à des informaticiens qui ont été élevés, biberonnés à d'autres méthodes de travail, qui ont réussi, qui nous ont portés jusque-là, d'expliquer qu'on va développer autrement, on va faire autrement, on va travailler en mode agile, on va travailler avec des méthodes de travail qui questionnent un peu les fondations et les fondements de leurs échelles de valeur. Ça, c'est le sujet le plus difficile. Au sein de la Poste, le sujet le plus difficile, c'est d'avoir suffisamment confiance en nous pour imaginer que même la Poste, ça n'est pas uniquement le grand Satan qu'elle a devant elle quand elle a la dématérialisation des échanges, mais qu'elle a effectivement un rôle à jouer de confiance, de proximité, de tiers de confiance dans l'univers numérique, qui est au fond un univers, je vous rejoins, où l'homme et la technique et l'humain et le service se mêlent étroitement. Sinon, le monde qu'on va fabriquer sera juste un monde mortifère et totalement desséché. Et je crois que le plus difficile aujourd'hui, c'est encore de faire prendre conscience à tout le monde que ce jeu est un jeu ouvert et que même dans nos univers à nous, on a énormément de chance d'avoir cette nouvelle énergie entre les mains et qu'il nous faut l'apprivoiser comme une nouvelle énergie sans avoir peur de nous faire électrocuter. Virginie, sur ces verrous à faire sauter au sein d'Alliance. Je pense que c'est globalement dans l'ensemble des entreprises traditionnelles qu'on doit transformer. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je trouve que ça a été dit avec beaucoup de force. Je pense qu'effectivement, le point sur les jeunes filles qui doivent coder ou aller dans les écoles d'ingénieurs me semble fondamental. Hier, j'étais à l'école 42 avec certains d'entre vous. C'est extraordinaire ce qui a été fait, c'est magnifique. Alliance était partenaire, mais bon sang, on était très très peu nombreuses. Et moi, je ne codais pas. Très peu de filles. 17% de filles, à peine 17% à 42. Je crois que c'est moins de 8 en fait. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Le chiffre a baissé, voilà. Elles sont parties. Non, mais, et je pense qu'il y a un effort pour essayer de trouver des jeunes femmes qui codent et de les apporter, mais sur le métier du coding et sur les métiers des ingénieurs, ce sont de très très beaux métiers. Donc il faut encourager effectivement, je pense, l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas une grande partie des jeunes filles à embrasser ce type de carrière, parce que je crois que le pourcentage de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs recule. On n'était déjà pas nombreuses, et donc ça recule. Donc voilà, encourageons les filles à devenir ingénieurs, ce sont des métiers magnifiques. Alors sur les freins, moi je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me semble fondamental, c'est que dans les entreprises, il y a souvent des personnes qui font, on appelle ça des doueurs, des personnes qui prennent des risques, des personnes qui sont courageuses. Le métier d'un dirigeant, quand on veut réussir une transformation d'entreprise, c'est de protéger et encourager les doueurs et les courageux. Ça paraît tout simple, mais la personne qui est courageuse, qui prend des risques, qui de coup, de temps en temps, est en échec, la personne qui fait, plutôt que de faire des présentations, de discuter dans des réunions, de causer à la machine à café, le fait de faire, mais ça existe dans les entreprises, dans toutes les entreprises, celle qui fait, elle prend des risques, elle est moins dans les réunions, elle est en charge de la transformation. Je crois qu'un des rôles des dirigeants, c'est de protéger ces gens-là. Donc les personnes les plus exposées finalement. Vous, je crois que vous commencez vos réunions par ce que vous avez raté avec votre équipe. Effectivement, on a mis en place, parce qu'il y avait un petit peu un tabou dans la culture française, tout va toujours bien. On est parfois, dans les entreprises françaises, un peu une culture bisounours, ce qui a certains aspects positifs. Mais on commence effectivement les réunions par se libérer. Et voilà, qu'est-ce qu'on a raté depuis sur le projet ? Qu'est-ce qu'on a raté depuis la dernière réunion ? Ça permet de libérer les personnes. Oui, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'échec. Et les dirigeants, y compris, ont le droit de se tromper. Ça permet effectivement de
de mieux dire les choses pour avancer. De libérer les paroles. Ça, c'est quelque chose de fondamental, il me semble, et de commun dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui. C'est cette culture de l'échec. On a peur de se mettre en risque, on a peur de rater, on a peur d'être jugé. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames aussi, vous ressentez ça? Ça commence à l'école, hein. C'est pas un sujet de grande entreprise. C'est sûr. Je crois que là, c'est une culture, oui. Il faut revoir tout depuis le début, et puis depuis le tout début, et on est très très loin du compte. Donc évidemment, nous, il faut qu'on l'apprenne et qu'on le fasse apprendre à nos managers, mais enfin, c'est un travers culturel qui est extrêmement puissant en France. On avance et on apprend, et on fait tous comme Virginie, finalement. Delphine? Oui, moi je trouve que c'est lié à l'organisation du travail. Quand vous lancez un projet informatique, 6 mois d'études, 2 ans de développement et 1 an d'implémentation, si vous vous plantez, c'est juste la catastrophe. Et c'est la catastrophe. On n'a pas le droit de se planter dans ces cas-là. Donc ça, c'est l'ancien monde, on va dire. Je pense que si en revanche, on met tout le monde dans la même pièce, le développeur, comme vous le disiez, et qu'on travaille step by step sur des séquences de 3 semaines, là, on peut se planter. C'est ça que je veux dire. On peut se planter parce qu'on va rectifier vite, parce que c'est pas grave. Donc, c'est pas l'erreur en tant que telle. Je veux dire, faire une erreur stratégique majeure qui engage l'entreprise pour les 10 ans à venir, c'est très grave. Donc, dire faut se tromper, ouais, enfin, pas trop souvent quand même, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt mettre en place des façons de pouvoir absorber l'erreur, de se dire c'est pas grave parce que je vais corriger vite, j'ai les moyens de corriger vite, donc de cette erreur, je vais faire une force parce que j'apprends, ce que disait exactement Virginie, j'apprends, mais je corrige tout de suite, quoi. Hein, voilà. Donc c'est très lié pour moi aux organisations du travail. Donc une vieille entreprise organisée comme ça, en séquentiel, qui lance des projets pour 3 ans, si vous dites aux gens, si vous vous trompez, c'est pas grave, ben c'est embêtant quand même. Hein. Voilà. Alors, Delphine a particulièrement raison. Et je dirais que ces grands projets de 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est terminé. On ne peut plus les lancer comme ça. Il faut qu'on apprenne absolument à travailler autrement, et on le fait. Ce qui s'appelle les méthodes de continuous delivery, par exemple, dans l'informatique. Et moi, j'ai la chance d'avoir des informaticiens extraordinaires. Alors moi, ils sont hyper appétents au changement. Ils sont hyper compétitionnels, d'ailleurs, entre eux. Donc c'est le premier qui aura inventé la nouvelle méthode. Et donc, on avance là-dessus. Et puis, en matière d'innovation, je pense que c'est extrêmement important pour leur donner le droit justement à l'échec ou à l'erreur, de les sortir du run. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire aussi. Quand on est sur des projets innovants, décalés, il faut sortir les gens de leur run, il faut les isoler dans des endroits où ils sont tranquilles et où ils ont les moyens de bosser. Et puis, il faut leur dire, après 3 mois, tu as 3 mois ou tu as 4 mois, s'il y a quelque chose de fantastique qui sort de ton affaire, on va déployer. S'il n'y a rien, c'est pas grave, tu es réintégré. Ce qu'on est en train, nous, de réfléchir, c'est pas encore fait, mais moi, je rêve d'une sorte de congé maternité ou congé d'innovation, vous voyez ce que je veux dire? Et contrairement d'ailleurs à ce que disait tout à l'heure Stéphane Richard, je pense que les femmes sont absolument pas décalées quand elles rentrent de congé maternité. Ça, c'est encore un grand truisme, mais bon. Donc voilà, donc je pense que ça m'a un peu énervé cette affaire, donc je tenais à le dire. Mais dites-le, il y a pas de je le dis, ça me fait du bien. Et pour poursuivre dans ce registre-là, c'est pour nous très difficile parce que vous avez ce côté terrible du numérique qui fait que si vous vous trompez, c'est visible dans le temps longtemps, mais c'est visible sur une échelle qui est phénoménale. Et comme c'est un outil qui donne le pouvoir au client, un énorme pouvoir au client, et c'est très bien, vous vous retrouvez sur des blogs, vous vous retrouvez dans les réseaux, vous vous retrouvez avec une puissance d'exposition de vos problèmes qui vous échappe complètement. Et donc, c'est pas simple, cette idée de « c'est pas grave ». Ça peut être effectivement très grave. Là où je trouve, et c'est là où je trouve aussi que les femmes ont un rôle très intéressant à jouer, c'est que quand l'erreur s'est produite, si le petit jeu est un petit jeu de « je te l'avais bien dit », et je savais bien que ça ne marcherait pas, et je suis ravie que ça soit toi qui te sois planté. Alors là, l'erreur devient extrêmement grave parce qu'elle ne se résout pas. Elle se résout pas, c'est un règlement de compte. Et je trouve, moi, dans ces cas-là, très honnêtement, les filles très malines dans une approche différente qui est « Ok, bon,
On s'y met, on le fait, on répare, on oublie. Les territoires, c'est pas grave. Pour l'instant, on a un sujet. C'est la marque qui est en jeu, c'est le produit qui est en jeu, c'est notre notoriété qui est en jeu. On réglera les comptes, entre guillemets, après. Je les trouve très intéressantes dans ces postures-là, particulièrement. Je n'ai pas dit que ça n'était pas l'apanage des hommes aussi, mais je les trouve intéressantes dans ces approches-là. Vous êtes d'accord, Sylvie ? Oui, moi j'aime bien parler plutôt d'agilité, c'est-à-dire qu'effectivement c'est du rythme, c'est du collectif, etc. Il peut y avoir des petites erreurs, mais on est agile, donc on corrige. Et effectivement, on ne se fait pas aller sur des grandes erreurs qui mettraient en risque quelque chose. J'aime beaucoup ça, mais cette logique d'agilité, elle passe par une volonté managériale. Je crois que c'est très important dans nos entreprises. C'est vraiment le top management qui pousse et qui impulse cette innovation et ces nouvelles méthodes de travail. Ces virages numériques, il faut les organiser en quelque sorte. Il y a un paradoxe, l'agilité s'organise, mais ça veut dire qu'on aide nos équipes à aller chez des incubateurs tels que Nouma, par exemple. Nous, on fait ça en ce moment, et ça apporte énormément de choses. On apprend énormément, et surtout, on a des vraies idées qui sortent et de l'innovation. Donc voilà, je préfère ce mot d'agilité. Je revenais un petit peu sur ce que vous disiez sur les freins, justement. Si on doit se dire qu'à la fin de ce panel, on a des takeaways, on peut repartir sous le bras avec des solutions. Ce seraient lesquelles, si on peut faire un petit tour de table, Virginie, sur les priorités, peut-être la priorité que vous êtes donnée là, sur 2015, peut-être ? Pour que la transition aille plus loin. Je pense que dans les takeaways, une transformation numérique, j'en vois deux, parce qu'il faut être, je pense, synthétique. Le premier, c'est une transformation numérique se fait dans la durée. Donc, quand on démarre une transformation numérique, il y a peut-être une excitation, parce que c'est un sujet qui est assez glamour de pouvoir transformer à travers le numérique une entreprise. Une transformation numérique, ça se fait dans la durée. Et à certains moments, quand il y a quelques difficultés qui peuvent surgir sur une transformation numérique, il ne faut surtout pas s'arrêter et continuer cette transformation. En fait, c'est un no regret move, une transformation numérique. Les entreprises vont être transformées, et une grande partie d'entre nous, on a commencé cette transformation, et elles ne seront plus jamais comme avant. Donc il faut avoir conscience que cette transformation se fait dans la durée, et ça ne redeviendra plus jamais comme avant. Ça, c'est le premier sujet qui me semble absolument essentiel en takeaway, donc dans la durée avec une transformation qui est complète. Et le deuxième takeaway, je pense, c'est d'avoir une vision stratégique effectivement de très long terme, mais en revanche avoir des livrables qui sont très fréquents. En Silicon Valley, on n'a jamais de projet qui dépasse 18 mois, à part la conquête de l'espace. C'est vrai, notamment la SNCF s'en est beaucoup inspirée. Oui, absolument. Guillaume Pépi et Yves Tirode, on en parlait effectivement à plusieurs reprises. Et donc, dans une transformation numérique, il me semble qu'avoir des livrables au mois est un bon rythme pour les équipes. Donc, bien garder le cap et puis, de façon mensuelle, avoir des livrables qui permettent aux équipes de bien se raccrocher sur leur objectif. Après, sur le droit à l'erreur, ce sera ma phrase de conclusion. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. On est dans des entreprises qui ont une responsabilité qui est forte vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de notre partenaire. En revanche, au quotidien, c'est vrai que permettre que nos collaborateurs puissent tenter et prendre des risques et de leur permettre d'innover et parfois d'échouer, ça me semble quand même très important dans la culture française. Ça ne veut pas dire qu'il faut permettre à tout le monde de faire que des erreurs, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais d'encourager le développement, d'encourager l'innovation, ça me paraît essentiel, et ça passe par la non-condamnation de petites erreurs. Est-ce que ça n'est pas lié avec l'opportunité que représentent finalement les nouveaux liens que les entreprises ont avec de nouveaux partenaires identifiés, des accélérateurs de start-up, des gens qui sont avec des cheveux longs et des bottes. Oui, on fréquentait moins avant. On est en train de lancer un accélérateur à Nice de start-up. Donc on a effectivement des acteurs qui ne ressemblent pas forcément à des assureurs. Et puis notre direction digitale, on l'a construite au milieu d'une tour à la Défense, qui est Alliance, mais ils ont un étage pour eux avec un showroom digital, avec des environnements très très numériques. Donc on a ça, bien sûr, effectivement, cette
cette transformation, elle passe aussi par la transformation des collaborateurs, je pense, à travers le numérique. Il y a une nouvelle mixité, sans doute aussi. Absolument. Delphine, les takeaways là, qu'on peut tous emmener sous le bras, comme je disais. Oui, alors moi je dirais, si je devais donner par exemple un conseil à un patron de PME, je dirais commence par une chose petite que tu fais vraiment de manière digitale, un projet entier que tu préserves bien du reste de l'entreprise et tu en fais un succès qui démontre que ça marche, ces méthodes agiles, ces essais-erreurs et je corrige tout de suite, ça fonctionne et ça fait des choses qui sont utiles à l'entreprise. C'est un premier sujet. Donc je protégerai un peu l'innovation au départ. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est le lâcher-prise. Parce que évidemment, quand dans le monde idéal, on a des équipes qui ont le sens de l'initiative, se trompent, mais ont le sens de l'initiative, et ben, il y a des projets un peu partout. On ne peut pas tout contrôler. Il faut accepter ça. Et donc, ça demande à tous les niveaux de l'entreprise, d'ailleurs, à tous les niveaux hiérarchiques, à commencer par le top niveau, accepter qu'on ne contrôle pas tout. C'est vrai, hein, mais parfois on s'illusionne, on pense qu'on contrôle tout. Donc, voilà, laisser faire, quoi. Laisser faire. Moi, je dirais ne pas chercher les clés dans la lumière du réverbère. On a déjà regardé, elles n'y sont pas. Et donc, chercher un certain nombre de solutions, regarder d'où peuvent venir les concurrents, les challengers, en regardant ailleurs que dans la lumière du réverbère. La probabilité que ça arrive par là, ou la probabilité que la solution soit là, elle est extrêmement forte. Ça n'est pas toujours si facile que ça, que d'oser aller chercher ailleurs que dans la lumière du réverbère ou de penser out of the box, comme vous le disiez très bien. Là, ça suppose aussi l'acceptation de la diversité des points de vue, la diversité des disciplines, la diversité des méthodes. Et c'est aussi une formidable opportunité pour les femmes que de rentrer pour les filles, que de rentrer comme ça dans l'univers numérique, parce qu'elles amènent de fait, naturellement, une forme de diversité dans la façon d'appréhender. Moi, je rêve d'avoir autour de moi un peu plus de femmes, non seulement, mais aussi de jeunes avec des dreads, avec des tatouages, de ceux dont on se dit quand ils commencent à parler, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Mais je comprends rien, ou il ne comprend rien, ce qui est encore plus fréquent, enfin il ou elle ne comprend rien. Pour ça, si c'est aussi un élément à partager, on a monté quelque chose qui s'appelle Starting Post, qui est un incubateur de start-up, en partant de l'idée que ce dont elles avaient besoin, au-delà du financement, c'était des projets, de faire du business, de gagner des affaires, qui est un vrai sujet pour faire démarrer une boutique. Et gardez-le quelque part dans un coin de vos têtes, mesdames et messieurs. Si à un moment ou à un autre, l'idée vous en dit, Starting Post, c'est quelque chose qui peut être un outil très intéressant pour lancer une activité. Voilà. Je m'arrête juste sur un tweet d'Axel Lemaire qui n'a pas pu être avec nous parce qu'elle est avec Manuel Valls. Manuel, rends-nous Axel, s'il te plaît. Qui est avec nous sur Twitter. C'est important de le dire, on la salue évidemment. Le takeaway du côté de Société Générale. Un mot pour les filles, parce qu'on a beaucoup dit que si elles ne faisaient pas de maths, elles étaient perdues dans la vie. Là. Alors, je suis la première à déplorer qu'il n'y ait pas assez de filles dans l'IT. Moi, encore une fois, qui suis dans ce monde-là depuis des années et des années, j'ai 12% de femmes dans mes équipes. Je suis la dernière en matière de diversité de toute la banque. Mais ce que je voudrais dire et redire, c'est qu'il ne suffit pas de savoir coder pour entrer dans l'ère digitale. Et qu'on a certes besoin de codeurs, mais on a avant tout et aussi besoin de gens, de filles et de garçons qui comprennent les tendances, qui comprennent les besoins, qui comprennent les exigences de nos clients. Et ça, ce n'est pas forcément des compétences technologiques. On a absolument besoin des deux. Et par là, elles peuvent absolument rentrer. On a délaissé considérablement le marketing dans notre pays depuis des années. C'est des sous-métiers, hein, les marketeurs, ils vendent des trucs. C'est quand même assez sale de vendre des machins. Bon. Eh bien, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on a besoin de ces compétences-là
de gens qui captent, qui écoutent. On parle d'organisation client-centric. Pour être client-centric, il ne suffit pas d'être un geek qui code derrière son écran. Il faut avant tout être ouvert et à l'écoute. Et ces profils-là, on en a absolument besoin. Et ce que j'observe quand même, c'est que les filles sont vachement plus douées pour écouter. Vous avez remarqué ça aussi, hein. Les filles sont beaucoup plus douées pour écouter. Elles sont aussi beaucoup plus douées pour parler. Donc faites-en un atout. Et donc, mon message, c'est juste de dire, vous ne sentez pas paumé juste parce que vous ne savez pas coder. Ce n'est pas très grave. Il y a plein de mecs qui savent, ils aiment ça, ils sont derrière leur truc toute la journée. On va aller chercher, ils codent, et nous, on dirige la machine. Voilà. Le cliché a l'air de parler à pas mal de gens ici. On va terminer cette table ronde délicieuse avec vous, Sylvie. Oui. Allez, un conseil. Cette transition numérique et ces nouvelles méthodes de travail, moi, je leur dis deux choses à mes équipes et ça résonne bien par rapport à ce qui a été dit. La première chose, c'est penser sans cesse client, parce qu'il faut se mettre à la place de nos clients. Ça va vite. Qu'est-ce que ça veut dire mieux vivre son énergie dans cette maison connectée? Et puis la deuxième chose, ça résonne aussi avec le titre de notre journée, c'est penser digital. Et ça... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Merci. Bravo. Merci. Merci.